Mais je vais le faire partir de d'ici. D'accord, ok. Bien. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie de m'accueillir pour vous parler de la dimension psychologique, évaluation, aide et suivi. Et contrairement à tous mes collègues précédemment, vous n'aurez pas de chiffres, vous n'aurez pas de graphiques, vous n'aurez pas de courbes. L'objectif de ma présentation, c'est simplement de vous donner un aperçu de ce que peut être le travail d'un psychologue du sport avec le milieu sportif, athlète et entraîneur. Alors pour ceci, d'abord un tout petit rappel, ou peut-être une information pour ceux qui l'ignorent. Peut-être quand même que savoir que la psychologie, c'est la science du comportement humain en vue de mieux le comprendre afin de pouvoir l'améliorer. Et sur cette dia, j'ai ajouté exactement ce que tout entraîneur a également comme objectif. Alors, il n'y a qu'une chose à retenir de ce que je vais vous raconter, et s'il ne fallait retenir qu'une dia par rapport à toutes celles qui vont suivre, j'ai envie de dire c'est celle-là. Le reste, après, ça peut s'expliquer en privé. Cette dia, c'est la plus importante parce qu'elle démontre clairement que le travail d'un psychologue du sport doit intègre la collaboration avec un entraîneur. Il n'est pas possible de faire un travail efficace avec un athlète si l'entraîneur ne participe pas au projet. Pour la raison que la pratique des dimensions psychologiques intégrées dans la pratique sportive, c'est d'abord via l'entraîneur que ça va passer, puisque c'est quand même lui qui va passer le plus de temps avec son athlète. Ça, c'est déjà une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que aussi l'entraîneur, dans son projet sportif, a besoin d'une aide, d'un soutien, d'un suivi, parce que le métier d'entraîneur est quand même un petit peu différent de celui de l'athlète. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, ou en tout cas j'espère. Et que donc, dans ce métier-là, il y a aussi un travail, une aide, un suivi, un soutien psychologique qui peut être donné à cet entraîneur. Alors, il est question aussi d'acteur. L'acteur principal, bien sûr, tout le monde le sait, c'est l'athlète. Le second, je l'ai signalé, est quasi pour moi maintenant aujourd'hui, il a quasi beaucoup plus même d'importance que l'athlète, c'est l'entraîneur. Mais ensuite, nous avons, bien sûr, tous les proches qui tournent autour de cet athlète et qui sont en relation également avec cet entraîneur. Bien sûr, les parents, mais d'autres aussi, comme le confident. Le confident seul, soit ça peut être aussi le conjoint, le partenaire de vie, mais également tous les autres intervenants. On a cité tout à l'heure, dans le cadre d'autres exposés, préparateur physique, kiné, médecin, nutritionniste, biomécanicien, Franck. Et les cadres du club, les cadres de la Fédé, les cadres de l'ADEPS, du comité olympique, et même encore plus loin, les médias, voire éventuellement les sponsors. Alors on est aussi en face d'un paradoxe un peu particulier, dans la mesure où, ça fait maintenant à peu près 30-40 ans qu'il a été publié dans de nombreux articles, qu'à dimension sportive égale, c'était la dimension psychologique qui faisait la différence. Dans l'exposé juste avant, mon collègue a parlé de détails. Oui, c'est vrai, c'est la dimension psychologique qui va faire la différence, mais bizarrement, par rapport à toutes les autres dimensions qui ont été bien explicitées tout à l'heure, c'est quand même la dimension psychologique qui fait l'objet de moins d'investissement, de moins de travail, de moins prise en considération d'une manière opérationnelle. Alors on pourrait demander, oui, mais quels vont être les éléments, les facteurs psychologiques qui vont intervenir dans la performance sportive? En fait, on va distinguer deux grandes catégories. Et ces deux grandes catégories, d'abord, retenez aussi qu'elles sont en étroite relation. Il ne s'agit pas de les mettre chacune dans une boîte et de fermer la boîte. Les deux boîtes sont complètement interdépendantes.
Première catégorie, j'ai envie de dire la plus commune, je ne vais pas dire la plus facile, mais celle qui tombe sous le sens. En fait, ce sont les facteurs en phase avec l'aspect purement compétitif. Là-dedans, nous allons avoir des thématiques, nous allons avoir des processus et bien sûr aussi, liés à ces thématiques et ces processus, des techniques. Également, bien avoir en tête que ces facteurs sont eux aussi en étroite relation, c'est-à-dire qu'ils sont interdépendants. Le principal travail, quand on va aborder ces aspects, c'est permettre à l'athlète, mais aussi à l'entraîneur, d'acquérir la compétence de la gestion, de toute une série de facteurs, et cette liste n'est même pas encore exhaustive, mais on peut citer très rapidement d'abord l'élaboration des objectifs. Là, on distinguera des objectifs de résultats, de performance, de processus. Ils sont très différents, donc il est important de les formuler en les spécifiant. On va parler également de la gestion émotionnelle. On parlera de la gestion de la concentration, ce que nous allons appeler les processus attentionnels, la problématique de la confiance en soi, qui en fait renvoie à la notion d'estime de soi, la gestion de la pression, de la cohésion, du leadership, le développement d'un langage intérieur. Quand on parle de langage intérieur, on parlera bien sûr d'un langage intérieur efficace, opérationnel, de la représentation du mouvement, donc la symbolisation et la représentation du mouvement. Dans l'exposé de notre collègue de l'INSEP, on en a parlé, il en a parlé. La gestion de la frustration. Je passe mon temps avec mes athlètes à leur dire que le sport, c'est une super école de la frustration, donc il y a intérêt à développer des outils pour faire face à cette frustration, également de la colère. On parlera d'activation, et là aujourd'hui on peut parler maintenant de 3 types d'activation, pas uniquement l'activation physiologique, mais on parlera d'activation cognitive, physiologique et comportementale. On parlera également de la situation de gestion émotionnelle spécifique, comme par exemple la gestion de l'arbitrage, la gestion de conditions extérieures, indépendantes de la volonté de l'athlète. On parlera également de la gestion de la communication, comment faire passer des consignes en fonction des partenaires, qu'il s'agisse d'une équipe de hockey, qu'il s'agisse d'un équipage en voile. Également la gestion du langage corporel, ce que nous appelons aujourd'hui le body language, pour faire moderne, mais le langage corporel, la communication non verbale, cela s'apprend. L'élaboration de routines, on parlera là de micro-routines et de macro-routines. Et bien sûr, lié à ces processus et thématiques que j'ai commencé à citer, l'apprentissage de techniques bien spécifiques. Les plus classiques, apprentissage de la respiration, de l'imagerie, de la gestion du tonus musculaire, du langage intérieur. Déjà avec ces 4 outils-là, on va déjà très loin. Et également l'apprentissage de la tenue d'un carnet de bord. On peut même également ajouter, en fait, l'apprentissage de la gestion des modes de fonctionnement différenciés du cerveau. En fait, pour faire court, nous savons que nous avons 3 niveaux de fonctionnement cérébral et effectivement, selon les tâches à réaliser, c'est l'un ou l'autre qui passe à l'action. Et dans la pratique sportive compétitive, très souvent, ces 3 modes de fonctionnement cérébraux règlent des comptes entre eux et amènent donc un certain dysfonctionnement. Je parlais donc d'une première catégorie, la plus commune. Donc il y en a une seconde, je rappelle, ne perdez pas de vue, intimement en relation les unes avec les autres, l'une avec l'autre. La plus complexe. Celle-ci également, ça va être une problématique de gestion. Alors, on fait la liste possible. D'abord, la gestion du projet de vie sociale, de vie sportive, de vie relationnelle, affective, académique,
professionnelle. Perdons pas de vue que nous nous occupons d'athlètes qui sont d'abord et avant tout des êtres humains et non pas des machines. Donc, nous allons devoir tenir compte, nous en tant que psychologues du sport bien sûr, c'est évident, mais l'entraîneur a fortiori de cette dimension. Nous aurons également des problématiques de questionnement intra- et interpsychique. C'était présent dans l'avant-dernier exposé. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut entendre par problématique et questionnement intrapsychique et interpsychique? Intrapsychique, tout simplement, ce sont les questionnements que tout individu peut avoir par rapport à sa vie, par rapport à sa pratique. Un exemple qui peut illustrer cela et qui va donner tout de suite de l'acuité à la difficulté à la gestion, quelqu'un qui présenterait des troubles alimentaires, on est clairement dans un questionnement de type intrapsychique où la pratique sportive est intimement présente, cependant des troubles alimentaires type anorexie, boulimie peuvent venir contrecarrer le fonctionnement de cet athlète. Et bien sûr, les questionnements interpsychiques, il s'agira principalement de tout ce qui concerne les aspects relationnels. Nous parlerons également de la gestion de la blessure, la gestion évidemment de la convalescence, suite peut-être à une opération, à un accident, voire une maladie. Également la problématique de la gestion de la fin de carrière et de la reconversion. Ce que je vais appeler aussi, on en parle moins souvent, mais qui est présente également la crise de foi, qui n'a rien à voir avec l'alcool. C'est plutôt simplement le doute qui commence à s'installer dans le projet sportif de l'athlète. La gestion des intérêts contradictoires, qu'est-ce que cela veut dire? Je dois m'entraîner, j'ai compétition, mais je dois sortir avec mes copains ou ma copine me demande d'être là plus présent, ou mon copain le week-end, ou on a marre que je sois si souvent absent. À titre d'information, sachez qu'il est très difficile de gérer une vie affective, relationnelle, amoureuse lorsqu'on est athlète de haut niveau. Je vous informe également, messieurs et mesdames les entraîneurs, qu'il en va de même pour vous. La Belgique, heureusement, est un peu plus petite, mais les collègues français savent que c'est dans la catégorie des entraîneurs, masculins et féminins, que le taux de divorce est le plus élevé. Parce qu'eux, ils ont des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres à faire régulièrement. On parlait de relations interpsychiques. Eh bien, voilà, on y vient maintenant. D'abord, relations entre acteurs, bien sûr, l'athlète, mais également l'entraîneur. Ça peut être l'entraîneur avec l'athlète. Ça peut être également parent-athlète. Ça peut être entraîneur-parent, et donc après entraîneur-athlète-parent. Et puis on peut en ajouter. On peut ajouter le préparateur physique, on peut ajouter le kiné, on peut ajouter le responsable de la fédé. À titre personnel, j'ai déjà participé à des réunions où il y avait 11 acteurs différents. Tout ça pour le bien d'un athlète en particulier. Également, on n'en parle pas souvent, mais c'est très présent, la gestion des conflits. Il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, de passer surtout du temps à gérer des conflits. Certains qui sont ici savent de quoi je parle. Comment est-ce que ça se passe? Sur base d'entretien, tout d'abord. Alors l'entretien va durer entre 40 et 50 minutes minimum. Certaines situations peuvent nous amener à travailler 2, 3, 4 heures d'affilée. Ça va dépendre de la question. Donc ça se passe au bureau, ça se passe au cabinet, ça se passe à l'entraînement, ça se passe aussi en compétition. On utilisera à volonté la vidéo, qui est un outil de travail extraordinaire qui permet après de travailler sur notamment les manifestations non verbales, le langage corporel. Skype, bien entendu, lorsque l'athlète est en situation d'éloignement important. Alors, l'initiative, à qui est-ce qu'elle appartient? Principalement, je pense qu'elle appartient à l'entraîneur, voire au directeur technique. Souvent, peut-être même, ce sont les deux. Car il va de soi qu'on ne va pas demander à un jeune athlète ou un athlète de comprendre que la psychologie pourrait éventuellement l'aider. Ceci va donc nous renvoyer à la formation de l'entraîneur, à sa formation, à sa compétence, qui lui
doit savoir. Et je pense que ce colloque a aussi ça comme objectif et comme fonction, c'est de vous informer que cela existe. À titre de boutade, et certains de mes étudiants qui sont ici vont très vite comprendre ce que je vais dire. Je passe toujours mon temps, vous savez, la plupart du temps, la plupart me connaissent, savent d'où je viens. Quand je suis en face de mes étudiants d'éducation physique, je dis, mais que pensez-vous des étudiants de psycho et de la psychologie? Et la plupart du temps, ils se mettent à rigoler. Mais quand je ne demande à mes étudiants de psycho, qu'est-ce que vous pensez des étudiants d'éducation physique, ils se mettent à rigoler aussi. Donc là, je pense qu'il y a quand même un vrai dilemme, il y a un vrai problème. Parce que, effectivement, bon, voilà, mon parcours, c'est celui-là, j'en peux rien, je l'ai fait. Mais c'est fou ce qu'il y a comme modèle, comme théorie, comme méthode, comme principe, comme schéma, qui peuvent franchement enrichir d'une manière extraordinaire la pratique sportive compétitive, notamment dans la recherche des détails. Cela a encore été dit dans l'exposé précédent. Pour cela, qui peut faire cela? Moi, je représente la Société belge francophone de psycho du sport, qui fait partie intégrante du CAPS. Donc des psychologues du sport, qui sont-ils? D'abord, ils sont psychologues de formation, avec en plus une double, triple ou quadruple compétence, et bien sûr, et y compris dans les sciences de la motricité. Tous mes psychologues que j'ai formés se sont tapés le cours de Marc Franco, de théorie de l'entraînement de Thierry Maric, qui est là-bas au-dessus, de pathologie médicale de Madame Lambrex. Donc ils ont des connaissances médicales et physiologiques suffisantes. Je ne dis pas qu'ils sont capables de faire de l'entraînement, ce n'est pas le but, mais ils sont surtout capables de discuter, d'échanger avec le préparateur physique, avec le nutritionniste, avec le médecin, avec le kiné. Alors, vous devez savoir également que ces psychologues du sport, et c'est très important de le savoir parce que ça protège l'athlète, qui est d'abord et avant tout un être humain, je vous l'ai dit, parce que tous les psychologues sont inscrits et reconnus par la Commission belge des psychologues, qui est une sorte d'ordre des psychologues. Ce n'est pas tout à fait encore l'ordre des médecins, mais tout doucement, on y vient. Et ces psychologues du sport sont tenus de respecter les règles éthiques et déontologiques, notamment donc liées au respect de la santé mentale et physique de l'athlète. Donc, règles éthiques et déontologiques de la profession, sous peine de poursuite judiciaire en cas d'infraction à ces règles. Donc, ceci permet aussi de fermer la porte à toute une série de personnes auto-baptisées, préparateurs mentaux, que sais-je. Là, il y a un cadre légal, il y a un cadre strict, qui en plus se base sur une compétence attestée par une formation. Alors, comment procéder? Une procédure a été mise en place avec les responsables de l'ADEPS. Donc, normalement, je reçois la première fois l'athlète, et puis ensuite, j'oriente selon la problématique, également selon la localisation géographique de l'athlète. Et éventuellement, c'est très important dans notre domaine, en fonction aussi des affinités qui pourraient exister ou pas. Actuellement, nous sommes 9 reconnus, certifiés, et principalement sur les régions de Mons, Bruxelles, Liège, Namur, Louvain-la-Neuve. Je vous remercie pour votre attention.